Place à la chronique sport. Bonsoir Simon Rodier. Bonsoir. C'est le décès soudain de Cheick Tioté, le footballeur ivoirien, il y a tout juste une semaine, qui nous a interpellés pour cette séquence. Et pour en parler, votre invité, bonsoir. Bonsoir. Et médecin du sport, Simon. Et aussi urgentiste à l'hôpital de Soissons, Armand Gencap. Merci d'être avec nous. Alors, on parle de Cheick Tioté. On parlait avant de Marc-Vivien Foé, de Patrick Ekeng, c'était l'an dernier. Il y a une liste qui commence à être très importante de ces morts subites sur un terrain de football. La première question, elle est simple. Pourquoi ça arrive à des joueurs entraînés, au sommet de leur forme physique, suivis a priori médicalement? Elle est où la faille, docteur? Moi, je crois que la faille se trouve dans les mesures de prévention. Parce que la mort subie du sportif, c'est avant tout une mort cardiaque. Et ça, c'est très important de le dire. 90% des personnes qui décèdent, des sportifs qui décèdent sur un terrain de football, ont une maladie cardiaque sous-jacente, une pathologie cardiaque inconnue par le sportif lui-même qu'il faut absolument détecter. Il n'y a que 10% qui ont d'autres causes extracardiaques. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental et sur lequel il faut vraiment insister. Mais alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur concrètement? Parce qu'a priori, ils sont entraînés, le cœur est habitué aux efforts. Est-ce qu'il grossit? Comment ça se passe concrètement? Oui, en fait, il y a un âge qui est de 35 ans. Très souvent, les sportifs qui décèdent avant 35 ans, c'est des sportifs qui ont une maladie cardiaque sous-jacente, une malformation cardiaque. C'est des malformations cardiaques. Il y a des cardiomyopathies hypertrophiques, il y a des dysplasies arythmogènes du ventricule droit, il y a des syndromes de Brugada, il y a plusieurs malformations cardiaques comme ça, avec lesquelles les sportifs peuvent vivre toute leur vie, même s'ils pratiquent leur sport, sans qu'il y ait une décompensation. Mais un jour, la fatalité peut arriver et c'est ce qui arrive très souvent. Après 35 ans, chez les sportifs qui sont un peu plus âgés, c'est souvent des pathologies acquises, notamment les coronaropathies, les malformations, les encrassements du cœur, à savoir des infarctus du myocarde notamment. Mais alors ces sportifs, ils sont très suivis médicalement, a priori, en tout cas dans les clubs professionnels, il y a des médecins, il y a des staffs techniques dédiés à ces sportifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mal fait? Ça veut dire que... Mais pour répondre à la question, moi je prends deux exemples. On sait très bien que Lilian Thuram était suivi. Il a joué la Coupe du Monde 1990 à un très haut niveau. Ça n'a pas empêché qu'on puisse découvrir une malformation cardiaque à Lilian Thuram lorsqu'il a voulu signer un contrat au Paris Saint-Germain. Pratiquement sur la fin de sa carrière. Je peux prendre aussi de Barcelone, c'est ça? Il venait de Barcelone. Je peux prendre le cas de Wanko Kanou, à qui on a un joueur nigérian qui a joué à un très très haut niveau et chez qui on a découvert une malformation cardiaque. Moi, je crois qu'il faut que ce suivi soit régulier. Il ne faut pas qu'il y ait une visite médicale qui a existé à un moment et qu'il n'y ait pas une poursuite de ces visites médicales-là. Et je dis encore que ces visites médicales-là doivent être encadrées, à savoir qu'il faut absolument qu'il y ait un électrocardiogramme. C'est des visites médicales d'aptitude à la pratique du sport qui doivent absolument, j'ai bien absolument, comporter la réalisation d'un électrocardiogramme et par la suite, en fonction des risques, peut-être une échographie cardiaque et une épreuve d'effort si possible. Docteur, vous avez parlé 35 ans, on va revenir en arrière, on va parler de ces adolescents au moment de la détection. Que faut-il penser du suivi médical à ce moment-là? C'est là où tout se joue. Tout se joue au départ, à savoir qu'il faut pouvoir détecter ces pathologies le plus tôt possible et après continuer le suivi. Parce que certaines pathologies, par exemple, ne sont pas souvent détectables d'emblée. Il faut des moyens, ça aussi. Par la suite, ces pathologies vont s'aggraver et dans les visites suivantes, on va pouvoir les détecter. Alors, si ces adolescents se lancent dans la pratique de leur activité sportive et finalement, ce n'est pas détecté ou que la visite médicale est de complaisance, ces adolescents à qui on fait courir de grands risques. Alors, il y a une autre chose aussi qu'il faut souligner, dont on parle beaucoup quand ces sportifs tombent sur un terrain comme ça, c'est la question du dopage. Est-ce que vous faites un lien entre ces morts subites et la prise de produits qui seraient interdits, en tout cas qui pourraient amener à ce genre de il faut dire que le dopage est un enjeu majeur de santé publique, mais en ce qui concerne la mort subie du sportif, le dopage a sa part de responsabilité. Mais souvent dans les médias et dans le grand public, on donne une part de responsabilité plus importante qu'elle ne l'est réellement. Parce que souvent le dopage vient tout simplement faire basculer déjà une situation qui était déjà précaire. Et le dopage va apporter ce qu'on appelle un surrisque. C'est quelqu'un qui était déjà à risque et le dopage apporte un surrisque. Et ça, c'est quelque chose de très important. On a à peu près 15% de sportifs dont on reconnaît officiellement qui se dopent, mais la mort subie du sportif concerne beaucoup plus de personnes que ces 15%. C'est un peu la différence entre les symptômes, la cause et les symptômes, c'est ça? Si vous voulez, la cause, les symptômes,
le sportif au départ, il a cette malformation cardiaque, cette cardiopathie congénitale silencieuse, inconnue, avec laquelle il vit. Il peut faire toute sa carrière sans qu'il n'ait présenté un malaise. Mais un jour, il va présenter ce malaise parce qu'il y a un certain nombre de conditions qui n'ont pas été respectées. Et s'il se dope, il va être encore plus à risque de présenter notamment un malaise chez le sportif et un arrêt cardiaque du sportif. Ça n'arrive pas qu'au football. Ça n'arrive pas qu'au football. On sait que le football est un sport qui est pourvoyeur de mort subite du sportif, mais il y a d'autres sports. Il y a notamment le basketball qui est un sport aussi à risque de mort subite du sportif. Il y a le jogging, hein, les gens qui font le jogging tous les jours, là, c'est un sport à risque. Les marathoniens sont des sports, et le cyclisme, sport à risque. C'est vrai qu'il y a quelques sports qui sont des sports, on pourrait dire que les sports d'endurance, finalement, sont des sports à risque, mais on a notamment le tennis qui n'est pas aussi pourvoyeur de mort subite du sportif, et c'est un sport d'endurance. Vous parliez de 2 morts subites tous les jours? Ah oui, il y a en France, par exemple, 1800 à 1000 morts subites sportives par an. Ça correspond à 2 à 3 morts subites sportives tous les jours. Malheureusement, toutes ces morts ne sont pas toujours médiatisées. Il faut qu'elles se déroulent en Mondiovision, comme ça a été le cas de Marc-Vivien Foé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été très sensible à cette cause, parce que Marc-Vivien était un frère et un ami. Et ça a été un déclic en 2003, lorsque je me suis posé ces questions. Pourquoi un sportif bien portant décède aussi brutalement, alors que quelques secondes avant, il était bien portant, il n'avait présenté aucun prémisse d'une mort subite. Et j'ai commencé à travailler la question. Dr Ngankap, les garçons sont plus touchés que les filles? Les garçons sont plus touchés que les filles de façon statistique. Mais les garçons ne sont pas plus à risque que les filles. On trouve dans la littérature plus de garçons touchés que les filles, tout simplement parce que dans la pratique sportive, les statistiques montrent que souvent les garçons pratiquent beaucoup plus de sport notamment, que les filles. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup plus d'hommes que des femmes. Alors, mais les femmes aussi sont exposées. Pour terminer, docteur, vous, on l'a bien compris, votre cheval de bataille, c'est la prévention, c'est d'apprendre aux gens les gestes de premier secours. D'ailleurs, il y aura un match où vous interviendrez là samedi, un tournoi de l'amitié sera à Sarcelles en région parisienne, où vous allez montrer en fait aux gens comment faire au cas où il y a une mort subite. Très rapidement, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que j'ai fait la mort subite du sportif, mon cheval de bataille depuis 2003, suite au décès de Marc-Vivien Foé. Et je pense qu'il faut vraiment sensibiliser les sportifs et l'entourage des sportifs et les encadreurs. Ouais. Parce que dans la mort subite sportive, c'est souvent l'ignorance qui tue. L'ignorance, notamment de cette visite médicale. Non, d'abord, cette visée médicale qu'il faut absolument passer et qui doit être sérieuse. L'ignorance des signes d'alerte, notamment le malaise, la douleur thoracique, les palpitations, c'est très important. L'ignorance aussi de la reconnaissance de l'arrêt cardiaque et les gestes qui sauvent. Et samedi prochain, je donne rendez-vous aux uns aux autres à Sarcelles dans un tournoi pour pouvoir apprendre aux uns aux autres ces gestes qui sauvent. La prévention, c'est la clé. Simon Rodier et son invité, le docteur Armand Ngankap, médecin du sport. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.